Bienvenue au Palais Royal de Turin. Il m'a fallu traverser les Alpes pour vous raconter la naissance de toute une nation, l'Italie, à travers le destin de son premier roi, Victor Emmanuel II. Chaque ville du pays a donné son nom à une rue, une place ou érigé un monument à sa gloire. Pourtant, l'homme demeure un mystère. Derrière son uniforme militaire et ses grosses moustaches, Victor Emmanuel a toujours bien caché son jeu. Chasseur invétéré et coureur de jupons, ce gentilhomme montagnard dans l'âme est proche du peuple, jusque dans sa vie amoureuse, épousant sa maîtresse, la fille d'un simple tambour-major, au mépris des convenances. Qui aurait pu prédire, au milieu du 19e siècle, que ce petit roi du Piémont-Sardaigne allait réussir le miracle de libérer, puis d'unifier toute la péninsule italienne sous un même drapeau. Victor Emmanuel n'était pas destiné à régner sur l'Italie. Ce jeune prince de la prestigieuse maison de Savoie voit son destin basculer lorsqu'il monte d'abord sur le trône du royaume de Piémont-Sardaigne sous le nom de Victor Emmanuel II. C'est pourquoi je vous retrouve dans ce magnifique palais royal de Turin, la capitale de son premier royaume, là où tout a commencé. Dans les pas de Victor Emmanuel II, nous allons revivre cette fresque grandiose que l'on appelle le Risorgimento, soit l'élan vers l'unité de l'Italie. Elle est peuplée de géants comme Garibaldi, Cavour et tant d'autres, car Victor Emmanuel II est un homme très bien entouré. L'unité s'est faite avec ardeur, mais aussi parfois dans la douleur. Et nous verrons que la France n'est pas étrangère à cet accomplissement. Elle en a même été bénéficiaire en obtenant contre son aide le duché de Savoie et le comté de Nice sous Napoléon III. Je vous invite à un voyage extraordinaire. Nous allons explorer les splendeurs de notre cher voisin transalpin, en particulier dans le Piémont, constellé par les somptueuses résidences de la maison de Savoie, puis à Rome, la capitale, mais aussi au sud de la Botte. Cette Botte que Victor Emmanuel II est parvenu à chausser au terme d'une épopée homérique. Nous allons fendre l'armure d'un homme discret, parfois secret, qui a su triompher contre vents et marées. Voici donc Victor Emmanuel II, un roi botté, parfois culotté, mais père d'une bien jolie patrie, l'Italie. C'est une journée historique. Le 17 mars 1861, devant le Parlement réuni à Turin, Victor Emmanuel II, roi de Sardaigne, prince de Piémont et duc de Savoie, est officiellement proclamé premier roi d'Italie. Après des siècles de division et d'occupation étrangère, la nation italienne est enfin unie. C'est l'apothéose d'un homme qui a fait du rêve de tout un peuple une réalité. Victor Emmanuel est un mythe vivant. Mais il est un roi révolutionnaire qui a fait la révolution pour réunir toute la péninsule. Si aujourd'hui l'Italie est Italie, c'est grâce à Victor Emmanuel II. Révolutionnaire, républicain, patriote, Victor Emmanuel II a su rallier les hommes les plus différents à sa cause. Un destin hors norme pour un monarque singulier à bien des égards. Il n'est pas très beau. Il est assez grossier aussi dans son aspect. Victor Emmanuel II a une taille moyenne, avec une tête assez rustre. Il est assez féroce. Il a le visage d'un homme un peu ronchon, un peu hargneux, un peu bulldog. Ce qui le caractérise, c'est sa moustache, hein, on le reconnaît entre tous, qu'il soigne beaucoup. Alors il adore mettre du cirage noir pour la rendre plus belle, comme c'était la mode à l'époque.
Et au moment où il doit aller en Angleterre, ses conseillers l'obligent à se couper la barbe au moins de 10 cm parce qu'ils avaient la peur qu'elle aurait effrayé la reine Victoria. Mais la reine Victoria l'a tout de suite pris en sympathie par l'authenticité de ce roi et par la gentillesse de roi. C'était un roi qui était attachant, c'était un roi qui pouvait faire rire, c'était un roi qui pouvait faire peur, mais c'était un roi qui était vrai. La reine Victoria, il a dit, si tout d'un coup un dragon rentre dans mon palais, ben, je vois mes gardes, je vois les autres rois, je vois toutes ces personnes vont partir en courant. L'unique roi qui va sortir son épée et qui va me défendre, c'est Victor. Victor Emmanuel II n'a pas la réputation d'être un stratège, mais il a la réputation d'être un homme extrêmement courageux. C'est plutôt un guerrier, un militaire, un homme qui aime la chasse, un roi montagnard. Et derrière cette rudesse, il y a quand même un homme sympathique. Il y a une bonhomie vis-à-vis du peuple. Ça, c'est tout à fait clair chez Victor Emmanuel II. Il fréquente pas toute l'aristocratie, ça lui plaît pas trop. Ce roi populaire est aussi célèbre pour ses aventures amoureuses. Victor Emmanuel avait un certain penchant pour les femmes. Il aimait la belle vie. Il a eu des maîtresses en quantité. Et le nombre de bâtards, c'était lui certainement en Italie qui avait le plus de bâtards. C'est pour cela qu'on l'appelle le père de l'Italie et le père des Italiens. On dit qu'il a eu beaucoup d'aventures, mais en fait, il est fidèle à une femme pendant toute sa vie. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu de filtre devant personne. En 2 mots, c'est pas un faux cul. Il croyait surtout à ce qu'il appelait sa buona stella, sa bonne étoile. Je vous retrouve au Palais Royal de Turin, résidence des rois de Piémont-Sardaigne, des rois tous issus de la maison de Savoie. À commencer par Victor Amédée II. C'est lui qui, en 1720, obtient le royaume de Sardaigne et l'unit à sa principauté du Piémont, fondant ainsi une dynastie dont Victor Emmanuel II sera l'ultime roi. Il domine cette grande galerie au centre de la voûte. Voyez son apothéose au seuil de l'Olympe, accueilli par Jupiter. Il faut dire que ce patriarche est parvenu à renforcer ses États en tenant tête au roi Soleil Louis XIV. D'ailleurs, cette galerie n'a-t-elle pas des faux airs de notre Galerie des Glaces de Versailles? Nous entrons maintenant dans l'un des lieux les plus précieux du palais et récemment restauré. C'est l'appartement de la reine, occupé notamment par la mère de Victor Emmanuel II. Mais cet appartement, avant d'avoir cette fonction à partir du 19e siècle, était celui des rois. Il en reste d'ailleurs un magnifique témoignage que j'aimerais vous montrer. C'est le cabinet du manège des affaires d'État. Ici, en toute discrétion, chaque souverain pouvait s'entretenir avec son conseil en petit comité pour prendre les décisions les plus confidentielles. Ce petit écrin, préservé dans son décor 18e, est un véritable petit chef-d'œuvre d'ébénisterie. C'est du bois, d'ébène, de palissandre, incrusté d'ivoire, de nacre et de carapace de tortue. Et juste ici, il y a un lieu encore plus intime. C'est le prie-dieu du roi, orné avec le même raffinement. La religion, il est vrai, occupe alors une place primordiale dans la maison de Savoie, qui hérite du célèbre Saint-Suaire en 1453 et qui demeure à Turin encore aujourd'hui, puisque le dernier roi d'Italie, Umberto II, l'a légué à la ville. L'appartement de la reine renferme un autre trésor, cette salle des miniatures. Elle retrace toute la généalogie de la maison de Savoie depuis le prince Bérold, ancêtre légendaire autour de l'an 1000, jusqu'à notre héros, Victor Emmanuel II. Vous mesurez là le poids de son héritage. Le destin du premier roi d'Italie est loin d'être tracé. Découvrons cette histoire qui commence ici à Turin, mais dont les racines profondes sont encore visibles de l'autre côté des Alpes. À 2 pas du palais royal,
le palais Carignan est l'un des plus beaux édifices de Turin. C'est ici que Victor Emmanuel II voit le jour le 14 mars 1820. Cette chambre est dans la tradition celle où est né Victor Emmanuel II. C'est une chambre qui conserve les merveilleuses boiseries et les fresques que le petit Victor Emmanuel a dû observer pendant la première année de sa vie. Depuis les antichambres, on accède aux deux plus beaux salons du palais. Ce sont la salle dite des batailles et la salle des saisons. Toutes les deux sont ornées de fresques, de verreries et de splendides boiseries dorées sur les murs. Depuis ces deux salons, on accède enfin à cette chambre à coucher. Une pièce privée, mais dans laquelle le prince de Savoie pouvait recevoir aussi les personnes qui lui étaient les plus chères. Le père de Victor Emmanuel est Charles Albert de Savoie-Carignan. Loin du trône dans l'ordre de succession, Charles Albert se distingue par un caractère fantasque, souvent imprévisible. Charles Albert était un homme extrêmement imbu de sa personne, fier de l'ancienneté ou l'antiquité de sa dynastie, un homme un peu prétentieux, avec ce côté aussi à la fois froid et tout d'un coup mystique. Charles Albert, c'est un personnage un peu bizarre, très religieux, d'une religiosité qui risquait de tomber dans le mysticisme un peu folle. Il a un côté un peu illuminé quand on voit son visage, mais voilà, ou inspiré comme on voudra. Victor Emmanuel II ne ressemble pas du tout à son papa de ce point de vue-là. Victor Emmanuel appartient à la prestigieuse maison de Savoie, l'une des plus vieilles dynasties d'Europe, dont le berceau millénaire est à Chambéry. Au fil des siècles, elle n'a cessé d'agrandir son territoire en obtenant le comté de Nice, puis en se développant des deux côtés des Alpes jusqu'à transférer sa capitale à Turin. Et lorsqu'ils obtiennent la Sardaigne en 1720, les princes de Savoie se retrouvent à la tête d'un vaste ensemble de territoires, rebaptisé Royaume de Piémont-Sardaigne. Construite sur les hauteurs de Turin, la basilique de Superga abrite les sépultures des ancêtres de Victor Emmanuel II. Nous sommes ici dans la crypte royale de la basilique de Superga. La crypte a été bâtie dans le XVIIIe siècle pour contenir tous les rois et les reines de Sardaigne qui sont morts dans le XVIIIe et après dans le XIXe siècle. Le premier roi de Sardaigne enterré ici, c'est Victor Emmanuel II qui a pensé de réaliser ce grand nécropole. La crypte royale de Superga et la basilique de Superga sont un des lieux symboliques les plus importants pour l'histoire de la maison de Savoie. La basilique est au-dessus de Turin, comme un signal des pouvoirs de la maison de Savoie. Mais ce pouvoir est fragile. En 1821, des insurrections ébranlent la monarchie absolue du Piémont-Sardaigne. Les insurgés exigent une constitution. Victor Emmanuel II naît à un moment où le royaume du Piémont est confronté à la première épisode révolutionnaire. Il y a une élite libérale, aristocrate, qui ne met pas en question la monarchie de Savoie, mais qui voudra continuer sur les réformes libérales, qui reste très mécontente. Le propre père de Victor Emmanuel II, Charles Albert, soutient l'élan réformiste, au risque de se mettre à dos son cousin, Charles Félix, le roi du Piémont-Sardaigne. Charles Albert, qui était d'idées très libérales, avait participé avec un rôle de premier plan aux insurrections au Piémont en 1821. Et finalement, après différentes hésitations, il va se ranger du côté du roi, Charles Félix, qui va reprendre le pouvoir, mais néanmoins, qui va en vouloir à Charles Albert. En disgrâce, la famille de Victor Emmanuel part s'installer à Florence, au palais Pitti. Ce qui n'empêche pas le jeune prince de vivre une enfance heureuse sous l'œil attentif de sa mère, Marie-Thérèse de Habsbourg-Toscane. Victor Emmanuel II a certainement été choyé par sa mère, parce que les archiduchesses autrichiennes
Elles sont très attachées à leurs garçons. Ce sont de bonnes mères. Sa mère est très pieuse, très religieuse, va vouloir en faire un fervent catholique. En revanche, il est difficile de l'instruire parce qu'il n'aime pas les précepteurs, il n'aime pas les études. Très tôt, il va montrer son caractère. Il aime surtout la chasse, les chevaux, l'escrime, l'escalade aussi. Il a des goûts de petit paysan. Voilà, c'est ça son bonheur. Mais à l'âge de 10 ans, cette relative insouciance est bouleversée par un événement inattendu. Le roi du Piémont-Sardaigne, Charles Félix, meurt sans héritier. La branche aînée de la maison de Savoie s'éteint. La couronne passe alors à la branche cadette, les Savoie-Carignan. Charles Albert monte sur le trône avec pour dauphin son fils, Victor Emmanuel. La famille Carignan retourne à Turin et Victor Emmanuel va devoir se préparer à son rôle de prince héritier. On va lui donner un précepteur, César de Salus. Lui aussi aura du mal à l'instruire, mais qui va faire tout pour en faire un bon militaire. Il préfère le métier des armes, grande tradition martiale des Savoies. Il sera véritablement épanoui à 18 ans lorsque on lui confiera ses grades de colonel. La vie des cours, c'est pas ce qu'il préfère, probablement parce qu'il n'avait pas beaucoup de culture, et donc il n'aimait pas les repas officiels où il fallait faire conversation. Et dès qu'il peut, il s'échappe. Mais c'est la réalité qui le rattrape. En 1830, de nouveaux soubresauts libéraux agitent l'Europe et contaminent l'Italie du Nord. La situation du Piémont, c'est une sorte de bouilloire qui est prêt à exploser. Victor Emmanuel héritera donc un jour de la couronne de Piémont-Sardaigne, mais aussi d'une situation très délicate. De toutes parts, des voix s'élèvent pour appeler à l'indépendance face à la tutelle autrichienne. C'est le Risorgimento. Et certains veulent brûler les étapes, entraînant le père de Victor Emmanuel dans un engrenage dangereux. Qu'est-ce que c'est le Risorgimento? C'est la naissance de l'Italie. Le mot Risorgimento est un mot italien, littéralement veut dire résurrection ou renaissance. C'est la prise de conscience d'un sentiment national qui va pousser les patriotes à essayer d'unifier le royaume. L'Italie est une péninsule morcelée en plusieurs États. D'abord de grands États indépendants. Le royaume de Piémont-Sardaigne, la Savoie, puis au centre, les États pontificaux, grands États souverains, indépendants, et au sud, l'État de Naples, le royaume des deux Siciles. À côté de cela, il y a des terres annexées à l'Autriche, la Lombardie et la Vénétie. C'est un grand lambeau du nord et du nord-est. Il y a une poussière de petits ou de moyens États satellites de l'Empire autrichien, les petits duchés, Modène, Lucques, puis Lucques ira à la Toscane, et le grand-duché de Toscane. Il y avait plusieurs Italies. Chaque pays avait ses traditions. Aucun rapport entre un Sicilien, entre un Sarde, entre un Piémontais, etc. Bon, le Napolitain, le Palermitain, ils vivent pas comme le mec de Turin. C'est pas un type des montagnes, c'est pas un Piémontais. C'est des gens qui vivent de la mer, du soleil. C'était une mosaïque. Ce qui faisait la richesse aussi. Pour la cuisine, les costumes. La France est une nation construite, elle a une identité forte. L'Italie est restée pendant longtemps une expression géographique. La botte, elle est bien dessinée, donc c'est facile à repérer son carte géographique. La question étant comment faire l'unité, sous quelle forme constitutionnelle, qu'est-ce que ce sera, république, monarchie. En même temps, la république, c'est très gentil, mais il ne sait pas quelle république on peut faire avec quel républicain. Quelle monarchie ferait l'unité italienne? On a pensé au pape. Évidemment, le pape, il est contre l'idée de la violence et donc il se retire de l'idée de construction nationale. On identifie la maison de Savoie comme la seule possibilité qui reste. Puisqu'il n'y a pas d'autre monarchie qui ait ce prestige-là, cet héritage-là dans la péninsule pour guider le mouvement d'unification italienne. En
En 1848, le printemps des peuples fait souffler un vent de liberté dans toute l'Europe. Le père de Victor Emmanuel, Charles Albert, donne alors des signes favorables aux patriotes. Il va peut-être sentir le sentiment populaire, n'est-ce pas, qui veut aller vers l'unité italienne, et vers la liberté, et vers la démocratie, et vers les trois couleurs, le vert, le blanc et le rouge. Mais on met au centre du drapeau tricolore l'emblème, les blasons de la maison de Savoie. Au-delà des symboles, Charles Albert dote son royaume d'une constitution, premier jalon d'une monarchie parlementaire. Appelé Statut albertain, ce document capital est aujourd'hui conservé aux archives d'État de Turin. Nous avons ici la possibilité de voir des documents extraordinaires. Ici, la Constitution, le statut. Ici, c'est les documents originels. Il est conservé dans un coffre-fort. Il est rare de voir ces documents. Nous pouvons voir qu'ils sont deux versions. La version en français et la version en italien. Parce que les français, c'est la langue importante comme l'italien. Nous pouvons voir ici plusieurs documents sur le droit et le droit des citoyens du Sénat, qui est très important. Mais la part plus importante, il y a la signature originale de Charles Albert et de tous les ministres qui ont participé à les séances pour la création de cette constitution. Le statut albertain, c'était quelque chose d'une grande avant-garde. Le royaume de Piémont-Sardaigne était peut-être le royaume le plus ouvert qu'il y avait en Europe. Il y avait déjà des votes, il y avait une liberté de la presse, c'était quelque chose de assez ouvert, très moderne. Symbole de cet éveil démocratique, la Chambre des députés du Piémont-Sardaigne. Elle est préservée intacte au sein du Musée national du Risorgimento de Turin. Construite à la hâte, en à peine 50 jours à la place d'une salle de bal, elle résonne encore des clameurs des députés. Nous sommes dans un lieu historique exceptionnel qui a vu les débats les plus vifs, les plus importants qui ont contribué à faire l'Italie. Nous pouvons voir le roi Charles Albert, c'était le père de Victor Emmanuel. Il faut imaginer cette salle pleine de députés, une droite conservatrice, une droite nobiliaire, un centre qui regardait vers le progrès, beaucoup d'avocats, de grands bourgeois. Et la petite bourgeoisie était à gauche. Dans ce petit endroit, il participe à la vie politique du royaume pour la première fois. C'est au sein de ce Parlement qu'une lourde décision est accueillie avec ferveur, déclarer la guerre à l'Autriche, poussée par l'élan de l'insurrection populaire de cette folle année 1848. L'Italie s'enflamme, c'est la première guerre d'indépendance. Victor Emmanuel n'est pas d'accord avec le choix de son père. Victor Emmanuel déteste les démocrates, déteste les avocats qui ont lancé le royaume de Sardaigne dans une guerre désastreuse. Les forces du Piémont sont trop faibles, donc les Piémonts tout seuls, même avec l'apport des volontaires qui viennent des autres parts d'Italie, ne suffisent pas pour résister à l'armée autrichienne. Le roi Charles Albert est considéré comme le grand responsable de la défaite, qui n'a pas su véritablement guider ses troupes. L'Italia farà da sé. L'Italie se fera par elle-même, dit Charles Albert. Ça, c'est son mysticisme. Mais c'était impossible, pratiquement. Se faire d'elle-même contre quoi? Contre qui? Contre l'Autriche. Avec des armées extraordinaires qu'avaient les Autrichiens en Italie du Nord, c'était impossible. Il fallait des alliances. Ce qui explique que la première guerre d'indépendance va aboutir à une catastrophe. Il va être battu à Custozza. Mais il n'a pas compris. Et en 1849, il recommence. Et hop, il est rebattu en 1849 par le maréchal Radetzky, la marche de Radetzky, un vieux maréchal de 85 ans qui écrase tous les Piémontais. Charles Albert va être obligé de signer sa reddition avec l'Autriche.
et il va décider d'abdiquer. Le 23 mars 1849, Victor Emmanuel II monte sur le trône du Piémont-Sardaigne, un royaume humilié par la défaite. Il lui arrive ce qu'il a toujours eu peur que son père lui laissait la couronne dans un moment tragique. Son premier acte politique va devoir être de signer cette reddition avec l'Autriche. C'est un acte très difficile à signer, étant donné que les conditions autrichiennes sont terribles. Le royaume de Sardaigne va devoir rendre des forteresses, payer des très importants dommages de guerre et aussi faire la promesse d'être moins tolérant avec les démocrates, avec les libéraux. Le jeune Victor Emmanuel, il a 29 ans, il a devant soi le maréchal Radetzky. Il faut faire la paix le plus vite possible. Les Autrichiens veulent évidemment prendre un peu sous leur aile ce royaume de Piémont-Sardaigne. Il a dit pas question aux représentants autrichiens, il dit les Savoies connaissent l'exil, mais ne connaissent pas l'humiliation. Contrairement à ce que voudrait l'Autriche, Victor Emmanuel va conserver les garanties constitutionnelles, va conserver le statuto, et c'est de là que lui vient son appellation du roi gentilhomme, il regalantuomo, qui a conservé les garanties constitutionnelles. C'est un monarque qui sait aussi négocier, qui sait aussi, avec un certain talent politique, traiter avec l'ensemble de l'opinion avec laquelle il sait qu'il doit jouer, c'est-à-dire la classe politique libérale, y compris la classe politique modérée. Il a l'intelligence politique de comprendre qu'on n'arrête pas un train qui est parti à grande vitesse. Il accepte de devenir le roi qui fera la construction nationale, dans l'Italie du Nord au moins. Pas d'Italie pour l'instant. Nous voici à présent dans la salle du trône du Palais Royal de Turin. Âgé de 29 ans, Victor Emmanuel hérite de la couronne du royaume de Piémont-Sardaigne et il succède ainsi à son père, Charles Albert, qui avait commandé ce trône en bois doré orné de têtes et de pattes de lion, symbole de la puissance. On peut d'ailleurs observer partout dans la pièce le chiffre de Charles Albert, CA, notamment sur la frise de la tapisserie. C'est ici, dans la salle du Conseil, que le roi Victor Emmanuel, entouré de ses ministres, prend les grandes décisions politiques. Nous sommes véritablement ici au cœur de l'histoire, car là, le destin de l'Italie s'est joué à plusieurs reprises. C'est par exemple sur cette table qu'a été signé le fameux statut albertain, fondement de la monarchie constitutionnelle, préservé ensuite par Victor Emmanuel à l'aube de son règne et qui lui vaudra ce surnom de roi gentilhomme. La politique, c'est aussi l'art de la table. Cette table est dressée comme au temps de Victor Emmanuel, avec argenterie, porcelaine et cristal. Le roi était assis là, au centre de l'un des côtés de la table, et la reine en face de lui. Un monte-charge permettait d'apporter des mets encore chauds, comme le grande bolito misto, le plat préféré de Victor Emmanuel. C'était une sorte de pot-au-feu façon piémontaise, à base de bœuf, avec sa fameuse sauce verte au persil et à l'ail, le tout arrosé de bouillon. Je vous laisse imaginer le fumet. C'est le moment peut-être de découvrir l'intimité de Victor Emmanuel. Un roi environné de splendeur, mais au goût simple, pour ne pas dire rustique. Et vous allez voir que même dans sa vie amoureuse, notre homme ne craint pas de s'affranchir des convenances. À 20 km au sud de Turin, la capitale du Piémont-Sardaigne, le château de Racconigi est l'une des plus belles résidences du royaume. Un lieu chargé d'histoire, particulièrement lié à la vie sentimentale de Victor Emmanuel.
C'est à Racconigi que Victor Emmanuel II rencontre pour la première fois Marie-Adélaïde. Et c'est sans doute l'amour au premier regard, du moins du côté de Marie-Adélaïde. Marie-Adélaïde appartient à la puissante famille autrichienne des Habsbourg-Lorraine. C'est une épouse de choix. Même si Victor Emmanuel n'a pas le coup de foudre, il finit par accepter de bon gré un mariage avec cette lointaine cousine très pieuse. Elle était subordonnée au roi. Elle prenait toujours cette posture un peu voûtée, par déférence, pour se rabaisser. Leur union est célébrée en grande pompe en 1842. D'éblouissantes fêtes sont organisées 12 jours durant. Toutes les salles du château de Racconigi sont mises à contribution. Le salon d'Hercule était la salle de bal où avaient lieu les grandes fêtes. Et qui dit bal dit musique. Les musiciens jouaient là-haut, depuis cette loge. La salle à manger est une pièce très fastueuse, dans un style empire et pompéien. Il y a beaucoup de salles qui illustrent la richesse et l'opulence de la maison de Savoie. En cuisine, plus de 40 domestiques s'activent pour couronner les noces d'un banquet pantagruélique. Il faut imaginer que la cuisine était organisée comme une petite armée. Chaque division avait sa spécialité. Le pain, les viandes, les desserts. C'était une organisation militaire qui fonctionnait parfaitement pour satisfaire les exigences de la cour. Ce mariage est resté dans les annales comme l'une des dernières grandes fêtes qui s'est tenue à Racconigi. Le mariage de Victor Emmanuel II surpasse tout, en faste et en splendeur. Un fabuleux témoignage de cette démesure est conservé au Palais Royal de la Venaria, dans l'une des monumentales résidences baroques de la Maison de Savoie. Nous pouvons imaginer les deux époux, assis sur ces fauteuils de velours, en train d'être acclamés tout le long des rives du Pô. Il s'agit d'un bateau de parade, le Bucentaure, du même type que ceux utilisés par les doges de Venise. Il a été en effet décoré, sculpté et peint par des artistes vénitiens, mais les thèmes, les scènes et les emblèmes sont bien sûr tous liés à l'histoire de la Maison de Savoie. Ils ont dépensé pour cette merveille l'équivalent actuel de 600 000 €, ce qui correspondait environ à 15 années de salaire du médecin de cour. Quel couple ont-ils formé entre un homme qui est très rustre physiquement et une femme qui est très mignonne, archiduchesse d'Autriche? Bon, un couple comme un couple politique, en réalité. Victor Emmanuel n'a pas choisi son épouse, mais il finit par lui vouer une tendresse sincère. En 8 ans, Marie-Adélaïde lui donne 7 enfants. C'est au château de Racconigi qu'ils viennent en villégiature. Nous sommes dans l'une des pièces les plus intimes de Marie-Adélaïde, sa chambre à coucher, où sont réunis le sacré avec son prie-dieu, mais aussi le profane, l'amour avec Victor Emmanuel. D'ailleurs, c'est sans doute ici qu'a été conçu le futur Humbert Ier. Nous avons même le berceau original de leur fille Marie-Clotilde, surmonté d'une couronne royale. Victor Emmanuel, en revanche, dormait dans une chambre bien plus spartiate. Ceci est le lit original. Il est petit, vu sa carrure. Il représente assez bien son style personnel, c'est-à-dire loin des artifices et des fioritures excessives. Marie-Adélaïde se consacre à son rôle de mère pendant que Victor Emmanuel profite de la vie. On a dit qu'il a aimé sa femme tendrement, qu'il l'a engrossée, n'est-ce pas, avec beaucoup de constance,
et qui l'a trompée aussi abondamment. Voilà. Donc voilà, ça décrit bien le personnage. C'était un grand séducteur qui faisait un certain effet sur les femmes, mais il préférait les femmes du peuple aux aristocrates. Victor Emmanuel avait un certain penchant pour les femmes. Il aimait la belle vie et dans une certaine mesure, Marie-Adélaïde a dû accepter de bon gré ses petites aventures. C'est encore au château de Racconigi, après une partie de chasse, qu'il rencontre une jeune femme qui deviendra le grand amour de sa vie. Rosa Vercellana, alias la Bella Rosine. C'est une jeune fille de la campagne. C'est la fille du tambour-major de l'armée sarde. Quand vous êtes roi de Piémont-Sardaigne et que vous aspirez au royaume d'Italie, se mettre avec la fille d'un tambour-major, même si on a beaucoup de sympathie pour les tambours-majors, il en faut dans les régiments. Mais enfin, quand même, ça choquait quand même l'aristocratie, c'est tout à fait clair. Mais Victor Emmanuel II n'est pas homme à se plier aux convenances. Après une 8e grossesse, sa femme Marie-Adélaïde meurt à seulement 33 ans d'une violente gastro-entérite. Le roi veuf s'installe alors avec sa maîtresse au château de la Mandria. Dans cette résidence, il choisit lui-même la décoration pour célébrer son amour avec Rosa, la Bella Rosine. Ici, tout rappelle le nom de la Bella Rosine. Portes, papier peint, tapis. Les éléments du décor jusqu'au moindre détail font la part belle à la rose. Tout ici sent l'amour entre ces deux personnages, comme par exemple ces petites colombes taillées dans le marbre. C'est une métaphore du nid d'amour. Nous voici dans la salle à manger de l'appartement royal. Le déjeuner est alors le 2e repas le plus important de la journée, après le petit déjeuner qui est à 11h30. Le déjeuner est donc en réalité une sorte de dîner qu'on prend à 18h30. Rosa Vercellana était une excellente cuisinière. Elle sait parfaitement préparer le gibier et le risotto, en particulier à base de champignons et de truffes. Lui mange énormément. Il privilégie d'ailleurs la quantité à la qualité, et elle savait très bien le satisfaire. Entouré de très peu de domestiques, Victor Emmanuel II vit avec la Bella Rosine une vie bourgeoise. Nous sommes dans la salle de billard, la salle préférée de Victor Emmanuel II. Il est fait tout en bois exotique précieux, avec des incrustations d'ivoire. Même les boules sont en ivoire. Le souverain jouait au billard avec ses amis proches jusqu'à tard dans la nuit. Aux côtés de la Bella Rosine, Victor Emmanuel II échappe à ses obligations royales. Elle n'est pas acceptée par la cour de Savoie, qui est une cour très rigoureuse, très catholique. Le peuple, au contraire, aimait ça. Ce côté sympathique, ce petit ménage bourgeois entre un roi et puis la fille d'un tambour-major, ça amusait tout le monde. Faisant fi des conventions, Victor Emmanuel épouse sa maîtresse. Mais la Bella Rosine n'a le droit ni au faste d'un mariage royal, ni au titre. C'était impossible, vu les statuts de la monarchie, qu'un roi se marie avec une femme d'un rang inférieur. Il s'agit d'une union morganatique qui empêche l'épouse du roi de prendre le titre de reine. De leur histoire d'amour naissent 2 enfants qui ne pourront donc pas prétendre au trône. Karina est l'une de leurs descendantes. Dans la chambre même de son aïeul à la Mandria, elle fait revivre l'intimité du couple. Je vous ai amené un souvenir de la famille, c'est-à-dire des verres qui ont été offerts par le roi à Rosa. Il y a le R de Rosa, il y a le EM de Emmanuel Mirafiori, le fils de Rosa du roi. Et là, il y a l'emblème de la maison Guerrieri di Mirafiori di Fontana Fredda. C'est le titre que le roi a donné à Rosa et à ses enfants.
On est fiers de descendre de Victor Emmanuel et de Rosa Vercellana, une femme très intelligente, très perspicace, qui a su l'accompagner dans son destin et qui est restée à côté de lui pendant 30 ans. Elle comprenait les désirs et les prières du peuple et donc elle a fait un peu le trait d'union entre le peuple et le roi, en fait. Coureur de jupons, Victor Emmanuel II est surtout un grand chasseur devant l'Éternel, une passion dévorante à laquelle il ne renoncera jamais. La maison de Savoie, vous allez voir, dispose de pavillons de chasse grandioses, au luxe éblouissant. Mais pour Victor Emmanuel, le bonheur n'est-il pas tout simplement dans le pré? À 10 km de Turin, au milieu d'un vaste parc de 1600 hectares, le palais de Stupinigi est le pavillon de chasse officiel du roi de Piémont-Sardaigne. Un joyau architectural aux dimensions vertigineuses. Le palais a une superficie de 45 000 mètres carrés. Dans un salon comme celui-ci, on pourrait faire tenir un immeuble de 6 étages. Ce n'était pas vraiment un palais pour habiter. D'ordinaire, on venait ici pour un séjour de 1, 2, maximum 5 jours. Le palais compte plus d'une centaine de pièces et d'appartements qui rivalisent de splendeur. D'un côté, il y a l'appartement du roi, avec ses salons décorés en style baroque piémontais, c'est-à-dire ce rococo qui illustre la magnificence de la maison de Savoie. De l'autre côté, il y a l'appartement de la reine, un appartement merveilleux. Il y a une chose spectaculaire, ce sont ces verres aux reflets bleus qui enchâssent les tapisseries en soie entièrement brodées. Il a bien sûr été utilisé par la reine Marie-Adélaïde, mais aussi par les autres femmes que Victor Emmanuel invitait ici. Le roi séjourne à Stupinigi pour s'adonner à sa grande passion, la chasse. Pour lui, aller à la chasse était un moyen d'être libre. Il ne mettait pas de costume d'apparat, mais des pantalons amples avec de larges poches pleines de toutes sortes de choses. C'était un homme simple, ou pour le dire à la française, il était grossier. C'était une personne un peu rustre, c'était une personne sans beaucoup de manières. Il aimait les agriculteurs, il aimait ses gardes-chasse, et il parlait comme eux. Il aime chasser le lièvre, le faisan, le sanglier. C'était pas la chasse à courre, hein. C'était la chasse à la pagnole, en quelque sorte. Voilà. Ça, c'est le côté sympathique de Victor Emmanuel. Voilà, chasseur de femmes et chasseur de gibier. Sans compter qu'après tout ça, les chasseurs aiment bien faire bombance, ils boivent. Bon, c'est des trucs très masculins. Ils sont entre hommes, quoi. Comme à la guerre. Et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est ramener ses trophées de chasse et se les faire cuisiner par sa belle Arosine, car il apprécie énormément la cuisine du terroir. Pour échapper au poids de l'étiquette et profiter du grand air en toute liberté, Victor Emmanuel s'offre un nouveau pied-à-terre dans les Alpes italiennes. Le château de Sarre, un édifice médiéval qui domine la vallée d'Aoste. Ici, on trouve une petite demeure un peu simple, très lointaine du protocole de la cour, pas officielle, qui servait seulement pour partir pour les chasses. Alors, on se trouvait ici peut-être le soir et on partait très tôt le matin. On ne faisait pas une vie officielle dans le château. Rustique et insolite, à l'image de Victor Emmanuel II, le château de Sarre conserve également de rares objets qui nous dévoile l'intimité du monarque. Ça, on conserve des véritables trésors de l'époque de Victor Emmanuel. Il s'agit de ses effets personnels. On voit là un sac en velours rouge avec le monogramme de Victor Emmanuel, avec la couronne royale.
Dans cette boîte, on trouve un cadeau encore plus précieux. Il s'agit d'un bonnet de chambre en velours brodé avec des fils d'or qui avait été donné par Vincenzo Lancia, le fondateur de la maison automobile Lancia. Victor Emmanuel n'aura pas l'occasion de passer ici autant de temps qu'il le souhaiterait. Il est attendu à Turin, où le projet d'unification de l'Italie prend forme. Je veux à présent vous faire découvrir le deuxième étage du Palais Royal de Turin, auquel on accède par ce magnifique escalier dit des ciseaux. C'est là que se trouvent les appartements nuptiaux occupés avant leur règne par Victor Emmanuel et son épouse, Marie-Adélaïde de Habsbourg-Lorraine. Admirez cette enfilade de salles colorées, à commencer par ce salon rouge. C'était le lieu de réception privilégié pour Marie-Adélaïde, soi-disant pour son atmosphère plus féminine, alors que ce salon est orné de scènes de bataille. Et voici maintenant le salon bleu, tout aussi somptueux, avec un mobilier très Second Empire, typique de la seconde moitié du XIXe siècle, comme regardez ce canapé circulaire au centre duquel trône une statue qui représente les enfants de Victor Emmanuel, dont le prince Humbert et sa sœur Marie-Clotilde, celle qui épousera plus tard le propre neveu de Napoléon Ier, surnommé Plomplon. J'aimerais à présent vous montrer l'un des passages secrets des appartements. On y accède depuis cet oratoire par cette ouverture dissimulée dans le décor. Suivez-moi. Par ce couloir sinueux, eh bien, on arrive à des salles fermées au public, dont l'ancienne chambre du roi Victor Emmanuel. Et oui, c'est ici. Dans ce fastueux palais, Victor Emmanuel préférait cette chambre, je ne dirais pas toute simple, regardez avec ce décor japonisant, mais plutôt à taille humaine, à son image. Et il ne reste de sa chambre originelle que ce fauteuil, bien dans le goût de ce passionné de chasse avec cette tête de sanglier. Et nous entrons maintenant dans ce salon somptueux qui servait alors de bureau au roi, avec son secrétaire dont il existe une réplique au palais du Quirinal à Rome, résidence officielle aujourd'hui de la présidence de la République italienne. Et nous avons ici présenté pour vous des objets personnels du roi, comme regardez cette canne coiffée de chien en ivoire, un chien qui attaque un loup. Et puis cette magnifique pipe avec son étui original frappé au chiffre de Victor Emmanuel. Ce bureau était aussi un fumoir. Victor Emmanuel aimait, dit-on, tremper son cigare dans un verre de cognac pour lui donner un peu plus de goût, peu importe les bonnes manières. Ici, dans son bureau, le roi affûte sa stratégie pour libérer le nord de l'Italie du joug autrichien. La pression est immense. De nombreuses voix s'élèvent pour le pousser à l'action. Une formule astucieuse fait alors florès sur les murs. Viva Verdi. À travers le nom du célèbre compositeur très populaire, il faut lire un message patriotique codé pour éviter la censure autrichienne. V-E-R-D-I, Verdi, Vittorio Emanuele, re d'Italia, soit Vive Victor Emmanuel, roi d'Italie. Plus qu'un slogan, c'est un cri de ralliement. Et Victor Emmanuel y répond à travers un discours célèbre qui va mettre le feu aux poudres. Nous ne pouvons rester insensibles aux cris de douleur qui viennent à nous de toute l'Italie. Détail amusant, cette formule entrée dans l'histoire lui a été soufflée par Napoléon III en personne, l'empereur des Français. Car la France, elle aussi, vous allez le voir, n'est pas insensible au sort de sa voisine. Il faut dire que l'Italie a su trouver de beaux arguments.
En ce milieu du 19e siècle, sur la scène de la Scala, le grand compositeur italien Verdi fait un triomphe avec le Nabucco. Ce chœur des esclaves fait vibrer et galvanise les patriotes italiens. Verdi, c'est le grand compositeur d'opéra qui va utiliser les scènes de l'opéra pour galvaniser le peuple autour de ce projet de libération de la péninsule et d'unification. Mais pour mettre en musique la Révolution et bouter les Autrichiens hors de la péninsule, le chef d'orchestre, Victor Emmanuel II, a besoin d'aide. Il choisit comme Premier ministre un virtuose de la diplomatie, le comte Camillo Benso di Cavour. Cavour, c'est véritablement le cerveau du Risorgimento. C'est lui qui va organiser toute la diplomatie du royaume du Piémont. Cavour et Victor Emmanuel II ne s'entendent pas bien. On peut même dire que Victor Emmanuel II a une véritable aversion pour Cavour. Il n'aime pas sa personnalité et il n'aime pas son anticléricalisme. Mais Victor Emmanuel II, il comprend l'enjeu, il comprend que c'est Cavour l'homme politique et que lui, c'est le roi. Cavour, savoyard francophile, lui a dit que l'Angleterre nous aidera financièrement, c'est indiscutable, mais s'il faut des troupes pour chasser l'Autriche, c'est pas l'armée piémontaise qui va y arriver. Il n'y a que la France qui peut le faire. Napoléon III a toujours été un sympathisant de la cause italienne. Mais l'empereur tarde à apporter son soutien. Pour le décider, Cavour et Victor Emmanuel II vont utiliser tous les moyens, même les plus sournois. Cavour, qui est un homme très habile, un homme politique très astucieux, il n'hésite pas à utiliser les faiblesses de l'empereur de France. Et les faiblesses de Napoléon III, c'est les femmes. Cavour va lui envoyer une de ses cousines, qui est la belle comtesse de Castiglione, la perle d'Italie, une femme splendide. En lui disant « Usez de tous les moyens possibles pour favoriser la cause piémontaise et dont la cause italienne. » On pourrait la qualifier peut-être de Matahari du Risorgimento, on pourrait la qualifier d'espionne, on pourrait la qualifier de diplomate particulière. C'est sûrement une arme qu'utilise Cavour pour arriver jusqu'à Napoléon III. Missionnée par Cavour, la comtesse arrive à Paris en 1856. Elle n'a que 18 ans. On la présente immédiatement à l'empereur lors d'un bal. Apparemment, l'empereur ne résiste pas au charme de la comtesse de Castiglione. La rencontre charnelle a lieu entre Napoléon et la comtesse lors d'une balade dans un parc à Marne-la-Coquette. Ils vont avoir une liaison qui va durer près de 2 ans à la barbe de l'impératrice Eugénie qui n'appréciait pas du tout cette Italienne. À un moment d'une fête, elle s'habille en dame de cœur. Et donc, elle a une robe très étroite et, disons, charmante pour l'époque, où elle met 2 cœurs. Et donc, Eugénie, apparemment, en commentant la photo, elle dirait « le cœur est posé bien bas ». La comtesse di Castiglione, c'était une femme très charmante, fascinante, très belle et très moderne, on pourrait dire aussi. Une femme qui adore la photographie, il paraît qu'elle s'est fait faire autour de 400 portraits qu'elle faisait répandre après à couleur, où elle se met en pose de façon très moderne. La comtesse de Castiglione est très narcissique et très capricieuse. Elle va d'ailleurs lasser l'empereur qui va la quitter pour prendre une nouvelle maîtresse. Elle va néanmoins prétendre d'avoir convaincu l'empereur de s'intéresser aux affaires de l'Italie. Mais la vraie tragédie de la comtesse n'est pas sa rupture avec l'empereur. C'est le temps qui passe et avec sa beauté qui lui échappe. À 40 ans, elle s'installe dans un petit appartement place Vendôme, un entresol situé juste au-dessus de la bijouterie de Frédéric Boucheron.
Elle vivait dans un appartement, semble-t-il, quasiment noir, dont elle n'ouvrait jamais les rideaux. Elle ne supportait pas de se voir, donc elle avait enlevé tous les miroirs qui étaient dans son appartement. Et elle ne supportait pas qu'on voie sa beauté se faner. Donc elle sortait par une porte secrète qui donnait directement sur la rue de la Paix et marchait la nuit sur la place Vendôme, promener ses chiens. D'aucuns l'appelaient le fantôme de la place Vendôme. Cette intrigante italienne inspire à la Maison Boucheron une pièce unique, une œuvre d'art qui a demandé plus de 3000 heures de travail. Le collier est baptisé Reine de nuit. Ce sont des fleurs qui ne fleurissent qu'une fois par an durant une nuit et meurent à l'aube. Donc ça raconte un peu l'histoire de la Castiglione qui ne sortait que de nuit sur la place Vendôme. Il y a un côté très vénéneux, très mystérieux, puisque ce collier est en or noirci. Vous avez des rubis au centre, des diamants, beaucoup de saphirs et des diamants bruns. Il faudra plus que les charmes de la Castiglione pour rallier Napoléon III à la cause de l'unité italienne. Victor Emmanuel va bénéficier d'un événement dramatique qui va accélérer le cours de l'histoire. Le 14 janvier 1858, l'empereur et l'impératrice étaient en train de se rendre à l'opéra pour une représentation. Et soudain, 3 explosions éclatent devant la voiture de l'empereur. L'empereur et l'impératrice ne sont pas touchés, mais il y a beaucoup de morts parce que c'est des bombes très puissantes. C'est le premier attentat terroriste de masse qui est connu le 19e siècle, connu la France. C'est un patriote italien qui est l'auteur de l'attaque, Felice Orsini. Avec cet acte désespéré, il veut rappeler à Napoléon III les promesses faites dans sa jeunesse, à l'époque où le futur empereur combattait aux côtés des insurgés italiens. Les juges l'ont interrogé, on lui a dit « Pourquoi est-ce que vous avez fait ça pour l'empereur qui a quand même de la sympathie pour les Italiens ?» Il a dit « Parce que l'empereur, il a promis de se battre pour l'unité italienne, il ne le fait pas. » Cet attentat est un acte politique pour attirer l'attention de l'opinion internationale sur la souffrance du peuple italien. Et il va véritablement avoir un effet psychologique sur Napoléon, beaucoup plus fort finalement que les arguments du cœur. Et suite à cet attentat, Napoléon va accepter une entrevue avec Cavour. Les deux hommes se rencontrent secrètement en juillet 1858 dans la petite station thermale de Plombières-les-Bains. Ensemble, ils mettent au point un accord d'entraide militaire. Un pacte qui va coûter très cher au futur roi d'Italie. Napoléon III veut faire l'unité de l'Italie. Avec la maison de Sardaigne, il n'y a pas de souci. Seulement, il ne veut pas déclarer la guerre à l'Autriche. Il n'est pas question qu'on déclare une guerre, n'est-ce pas, aux Autrichiens qui ne nous ont rien fait. Donc Napoléon III dit, si la Savoie, Piémont-Sardaigne, est attaquée par les Autrichiens, à ce moment-là, nous irons à votre secours, parce que vous aurez été agressés. Seulement, Napoléon III est aussi quelqu'un de gourmand. Il voudrait que la Savoie et Nice reviennent à la France. C'est un marché de commerçants, quoi. L'annexion de la Savoie à l'empire de Napoléon III est sûrement un sacrifice pour Victor Emmanuel II parce que ça faisait partie de sa dynastie, mais c'est un prix à payer pour devenir le roi d'Italie. Et ce n'est pas tout. Napoléon III impose aussi à Victor Emmanuel II un autre sacrifice, encore plus personnel. Il va devoir marier sa fille aînée, Marie-Clotilde, à laquelle il est très attaché, au cousin de Napoléon, Napoléon Jérôme Bonaparte, dit Plomplon, qui avait une très mauvaise réputation, qui était libertin. Le roi accepte de payer ce lourd tribut. La cause de l'Italie unifiée justifie tout. Sensible à la cause de Victor Emmanuel II, Napoléon III déclare « Je suis décidé à faire quelque chose pour l'Italie que j'aime comme une seconde patrie ». Seulement voilà, bouter la puissante Autriche au-delà des Alpes n'est pas une mince affaire. L'Italie du Nord joue son indépendance. La France, elle, risque gros. Mais en cas de victoire, n'a-t-elle pas tout à gagner ?
Ça va être le début d'une provocation savamment organisée par le Piémont-Sardaigne contre l'Autriche. C'est-à-dire, on va faire des mobilisations de troupes, on va faire acheminer des canons vers la frontière. Les Autrichiens tombent dans le piège et déclarent la guerre au Piémont-Sardaigne. Et la France intervient à côté du royaume de Piémont dans celle qu'on appelle la deuxième guerre d'indépendance. Donc nous avons l'armée française, Napoléon III à sa tête, l'empereur est là-bas. Victor Emmanuel II à la tête de l'armée piémontaise. Et puis bien sûr en face, l'armée autrichienne. L'armée autrichienne ne fait pas le poids devant nos deux armées, c'est tout à fait clair, même si elle se bat vaillamment. L'affrontement décisif a lieu le 24 juin 1859 à Solferino, en Lombardie. Un terrible combat qui oppose plus de 300 000 soldats. La bataille de Solferino est un véritable carnage. C'est une des batailles les plus meurtrières du 19e siècle. C'est une victoire pour Victor Emmanuel et son allié Napoléon III. Mais plus de 40 000 hommes sont abandonnés sur le champ de bataille. En France, les lourdes pertes rendent la guerre impopulaire. Napoléon III est contraint de mettre fin prématurément à sa campagne italienne. Il signe l'armistice avec l'Autriche en 1859. C'est une guerre à demi gagnée, on va dire, puisque le Piémont va quand même récupérer, par l'entremise de la France, une partie du royaume lombard vénitien, donc la Lombardie et la ville de Milan. En revanche, il n'obtient pas Venise et la Vénétie. L'unification de l'Italie n'est pas terminée. Mais en vertu de l'accord passé avec Victor Emmanuel, Napoléon III exige Nice et la Savoie. La Savoie, elle est très à droite, très conservatrice et très catholique, donc elle accepte sans problème de rentrer dans l'Empire. Nice, elle est un peu plus partagée. Au cœur de la vieille ville de Nice, trône le palais des rois de Sardaigne. Construit par les ancêtres de Victor Emmanuel II et redécoré au fil du temps. La salle de réception, là, elle est dans son état de 1895, un style éclectique, comme la France l'adorait aux alentours de 1900, une exubérance, de l'or. C'est une époque où la décoration a horreur du vide. C'est ici que Victor Emmanuel séjourne à chacun de ses passages. Ces séjours sont rares, mais les habitants du comté lui sont très attachés. La population niçoise dans son ensemble, qu'elle fût noble ou paysanne, est fidèle au roi. Il ne faut pas oublier que la devise de Nice, c'est Nizza Maritima Fedelissima. C'est la plus fidèle d'entre les fidèles. Et donc, elle ne comprendrait pas qu'elle ne fasse pas partie de l'Italie qui va être formée. Et pourtant, en 1860, dans une proclamation officielle aux habitants de Nice, Victor Emmanuel II justifie l'annexion du comté. Quelque pénible qu'il me soit de me séparer des provinces qui ont fait si longtemps partie des États de mes ancêtres et auxquels tant de souvenirs me rattachent, j'ai dû tenir compte des services immenses que la France a rendus à l'Italie. Il s'agit que les Niçois obéissent une dernière fois à la volonté de leur monarque, et c'est donc qu'ils deviennent français. Et ça, c'est une douche froide pour les Niçois. Ils sont orphelins. Une statue installée dans la salle des fêtes rappelle cet épisode. Nice, une jeune fille en fleurs, se donne à la France, une mère sévère et digne de confiance. Nice quitte l'Italie naissante. Ironie du sort, un des hommes clés de l'unification italienne est un enfant du pays, le général Giuseppe Garibaldi. La salle des audiences du Palais royal de Turin
nous rappelle cette solide amitié entre la France et l'Italie. Le portrait de Victor Emmanuel II voisine avec celui de l'empereur Napoléon III en souvenir de leur alliance victorieuse. Et voyez, de chaque côté, ces vases de la manufacture de Sèvres, ils ont été offerts en cadeau par la France juste après les accords de Plombières-les-Bains. Évidemment, on a du mal à rivaliser avec cette superbe vasque en malachite offerte par le tsar Alexandre II de Russie. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ce cabinet chinois du Palais Royal. Une pure coquetterie architecturale très à la mode au XVIIIe siècle. Il est l'œuvre de Filippo Juvara, l'architecte baroque au service de la maison de Savoie. Avec ses murs revêtus de laques anciennes, ses fresques et ses ornements orientaux, avouez, cela valait bien le coup d'œil. Dans ce fabuleux palais, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Admirez cette extraordinaire armurerie royale. Elle abrite tout simplement l'une des collections les plus riches d'armes anciennes au monde. De l'époque antique, médiévale, napoléonienne et bien sûr des armures ayant appartenu au roi de la maison de Savoie. On trouve même l'armure d'un samouraï offerte à Victor Emmanuel II par l'empereur Meiji du Japon. Et regardez, le trésor de cette galerie, la légendaire épée dite de Saint-Maurice avec son fourreau d'origine et son étui gaufré aux armes des Savoies. Cette épée du XIIIe siècle évoque celle qui avait appartenu au Saint Martyr, devenu le saint patron de l'infanterie militaire et de la Savoie. Et c'est justement par le fer et par le feu que l'unification de l'Italie va se poursuivre. La situation semble inextricable, mais sans crier gare, un franc-tireur va se jeter dans la mêlée, une tête brûlée nommée Garibaldi. En plein cœur de Rome, le musée de Risorgimento abrite la galerie garibaldienne, véritable temple riche de nombreuses reliques, tout à la gloire de celui qui est devenu plus qu'un personnage historique, mais un mythe. Nous avons dans cette galerie splendide qui représente tout l'itinéraire de l'unité italienne, on commence par ce magnifique drapeau, ensanglanté encore du sang des volontaires, avec une image de Garibaldi comme elle apparaît en 1849, avec ce côté un peu nazaréen quand on lui prête les cheveux longs, la barbe blonde. Ensuite, il se rajeunira en fait. Mercenaire intrépide, Garibaldi s'est illustré aux côtés des républicains au Brésil, puis en Uruguay, à la tête d'une armée de volontaires, la Légion italienne. Garibaldi, c'est véritablement le personnage le plus populaire du Risorgimento. C'est un général aventurier, le héros des deux mondes, qui a combattu en Amérique du Sud pour l'indépendance des peuples. C'est un très bon chef militaire, très charismatique, très apprécié, comparé à un lion, à un éclair, à l'épée de la Révolution. Ici, nous avons la chemise rouge. C'est le symbole même des armées de Garibaldi, des volontaires garibaldiens, qu'on appelle d'ailleurs les chemises rouges. La première chemise rouge était en réalité un poncho. La couleur rouge venait du fait que la pièce de tissu était une pièce de tissu de boucher. Ils s'habillaient de rouge, pour des raisons évidentes. Le rouge a finalement été toujours la couleur de la Révolution. Et donc ça tombait merveilleusement bien. Ils savaient très bien que c'était fondamental, l'image. Donc il avait sa chemise rouge, il avait sa chevelure avec les caractéristiques du héros romantique. Le type, il a le sens de la com', quoi. C'est pour ça que les Français vont adorer Garibaldi, les Anglais aussi, c'est très important. Il a un charisme énorme. Et du coup, cette réputation de Garibaldi, elle va transparaître même en Italie. Lorsqu'il rentre en Italie en 1848, pour se lancer à corps perdu dans la cause de l'indépendance, sa réputation le précède et l'homme ne passe pas inaperçu. 2 ou 3 fois qu'il se présente au Parlement, toujours habillé avec son poncho, vous pouvez imaginer que dans une ville austère comme la Turin du 19e siècle, voir arriver au Parlement quelqu'un comme Garibaldi, il ne sait pas où le mettre. La noblesse disant au roi, je n'allais pas prendre un type comme ça dans l'armée royale, c'est pas possible. Hein. Républicain, franc-maçon, Garibaldi accepte de ranger ses convictions de côté pour mettre son épée au service du roi Victor Emmanuel.
L'ambition première pour Garibaldi, c'est l'unité de l'Italie. Garibaldi sait qu'il n'y a qu'une solution, c'est passer par la monarchie libérale piémontaise. Alors, les républicains, l'extrême gauche, veut dire comment vous allez soutenir la cause des rois? Il dit je soutiens la cause des rois parce que pour l'instant, il n'y a que les rois qui, dans une Europe monarchique, peuvent faire l'unité de l'Italie. Il avait le sens politique. Au-delà des convictions politiques, le courant passe aussitôt entre le franc-tireur, fils de marin, et le souverain. Ils sont au physique à peu près pareil, si ce n'est que Garibaldi est plus irradiant et plus christique. Ils aiment la bonne chair, ils aiment la chasse, ils aiment les femmes, etc. etc. Garibaldi est en quête d'action et Victor Emmanuel va lui confier ce corps des chasseurs alpins qui va venir en aide au roi pendant la guerre de 1859. Garibaldi est un véritable atout pour le roi. Il va réussir à mobiliser plus de 10 000 volontaires et va gagner les batailles. Ses premiers succès donnent des ailes à Garibaldi, bien décidé à forcer le destin de l'Italie. Après avoir combattu au nord contre les Autrichiens, il prépare en secret une offensive au sud contre le royaume des deux Siciles aux mains des Bourbons depuis le XVIIIe siècle. Officiellement, il n'a pas le soutien, mais on le laisse partir avec le consentement plus ou moins caché, secret, de Cavour et de Victor Emmanuel, qui préfèrent le regarder faire et décider plus tard s'il faut se désolidariser. Cavour joue un jeu très dangereux, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. C'est un jeu de poker. On lançait Garibaldi comme ça, s'il réussissait, on empochait la mise, s'il échouait, on le condamnait sur le plan diplomatique. Cavour et Victor Emmanuel II ont dit à tous les souverains d'Europe, mais c'est une aventure personnelle, ça ne nous concerne rien. Et il n'y avait pas de preuve de quoi que ce soit, bien sûr. En réalité, ils étaient derrière. Et Garibaldi a accepté ce double jeu. Le 5 mai 1860, Garibaldi embarque au port de Quarto, à Gênes, et met le cap sur la Sicile. Il débarque à Marsala, accompagné de seulement 1000 volontaires. L'expédition des 1000, c'est un coup de théâtre. C'est une histoire rocambolesque du Risorgimento. C'était une opération de piraterie. Garibaldi est parti avec 3 bateaux, n'est-ce pas, chargés d'hommes, pratiquement tous hommes du Nord, même étrangers. Il y avait des Français, il y avait des Hongrois, tout ce que vous voudrez. Intellectuels, avocats, journalistes, etc. Tous hommes, sauf une femme, Amélie de Montmasson, qui était née à Marseille, donc était française, et qui réussit à convaincre Garibaldi à la porter avec lui dans l'expédition des 1000. Quelques Français très connus, Alexandre Dumas. Garibaldi est un personnage à la Dumas, et Dumas est incontestablement un personnage garibaldien, d'une certaine manière. Alors, quand Dumas arrive, évidemment, c'est une bonne surprise pour Garibaldi, qui le connaît de réputation, et qui pense qu'il va lui écrire, en quelque sorte, les 3 mousquetaires de l'expédition des 1000, ou quelque chose comme ça. La stratégie se révèle vite payante. Les premiers résultats dépassent toutes les espérances. L'armée des Bourbons est prise par surprise le 15 mai 1860, lors de la bataille de Calatafimi. Les Garibaldiens ont un élan formidable, partent à la baïonnette, etc., et emportent la partie. Ça paraît incroyable, mais entre une armée classique qui marche au pas, voilà, avec une éducation, une discipline particulière, qui est attaquée par des révolutionnaires qui vont dans tous les sens, c'est la pagaille générale, et c'est la victoire de Calatafimi, et l'armée royale recule. Et là, Garibaldi va proclamer la dictature, hein, au nom de Victor Emmanuel, roi d'Italie. Il se trouve une population qui veut se libérer eux-mêmes des Bourbons. Donc ils appuient, c'est facile, la résistance. Il y a presque une union des forces des Siciliens contre les aristocrates qui étaient liés encore aux Bourbons. Il y avait déjà dans la bourgeoisie locale, d'un certain niveau intellectuel, voilà, on soutient à Garibaldi et à l'unité italienne, dont on espérait tirer profit, hein, c'était pas pour le peuple. Fort de ce coup d'éclat, l'intrépide Garibaldi ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il va donner la Sicile au roi Victor Emmanuel et ensuite il va remonter toute la péninsule italienne, de la Calabre jusqu'à Naples. On a parlé même de promenade. Et il arrive comme ça à Naples, c'est son triomphe. Il est l'homme qui a fait l'exploit. Alors il y a la légende, on dit qu'il bénit les enfants, il soigne les blessés, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais enfin, on en fait un peu une image d'Épinal, c'est presque un saint. Les conséquences de l'épopée de Garibaldi sont énormes, puisque les Bourbons sont contraints de s'enfuir de Naples. Devenu maître de la ville,
Garibaldi, tel un nouvel Alexandre, va même prendre ses quartiers dans le grandiose palais de Caserte. C'était le palais bourbonien par excellence, le Versailles napolitain, avec une réserve de chasse extraordinaire. Et ça inquiète beaucoup à la cour de Turin, n'est-ce pas? Victor Emmanuel est un chasseur. Il envoie un des chambellans à Garibaldi en disant « Surtout que vos soldats, mon général, n'aillent pas détruire cette réserve giboyeuse de chasse pour Sa Majesté. » Et Garibaldi répond « Vous direz à Vittorio que si mes soldats tuent quelques faisans, moi je lui apporte 10 millions d'Italiens en plus. » Débordé par l'élan formidable des chemises rouges, Victor Emmanuel doit reprendre la situation en main avant qu'elle ne dégénère. Il faut dire que les républicains espéraient pouvoir proclamer une république dans ces territoires libérés. Le problème, c'est que Garibaldi veut libérer toute l'Italie, et ce qui reste de l'Italie en ce moment, c'est la Vénétie et la Rome. Et Rome, ça veut dire l'État du pape. Et là, Napoléon III, il est intransigeant. On ne peut pas. Rome, on ne touche pas. En contournant soigneusement les États du pape, Victor Emmanuel vole au-devant de l'armée de Garibaldi pour affirmer son pouvoir sur les territoires conquis. Le 26 octobre 1860, c'est à Teano, entre Naples et Rome, qu'a lieu la journée historique où le chef des chemises rouges s'incline de bonne grâce devant le souverain légitime. Les deux hommes vont se rencontrer à cheval, à Teano, lors de cette fameuse rencontre qui est devenue une tarte à la crème, on peut dire, de tous les livres d'histoire, de toutes les représentations du Risorgimento. Le fameux tableau à Teano de Garibaldi et de Victor Emmanuel qui se serrent la main. Garibaldi dit « Majesté, je salue le premier roi d'Italie ». Et vous pouvez imaginer Garibaldi avec son chapeau qui dit « Saluto il re d'Italia », qui quand même n'est pas peu de choses. Et l'autre qui arrive et dit « Buongiorno, mio caro Garibaldi ». Enfin, c'est dit, cette poignée de main fait l'Italie. Garibaldi a permis à Victor Emmanuel de chausser la botte. À présent, il ne lui reste plus qu'à ceindre la couronne. C'est à Turin, lors de la journée historique du 17 mars 1861, que la naissance de toute une nation et l'avènement de son premier roi sont gravés dans le marbre. Il fallait déclarer Victor Emmanuel roi d'Italie. Et ça a été fait par une loi qui a été approuvée par le Sénat. C'était une loi proposée par le gouvernement, qu'il avait un seul article. Le roi Victor Emmanuel II prend pour soi et ses descendants le titre de roi d'Italie. Logiquement, Victor Emmanuel était II de Piémont-Sardaigne, mais il aurait dû être Victor Emmanuel Ier d'Italie. Alors c'est étrange, pourquoi est-ce qu'il prend ce numéro 2? C'est assez bizarre. Vu qu'il avait un énorme respect pour sa famille et pour ce que sa famille a fait, comme il y a eu un Victor Emmanuel I, roi de Sardaigne, il a dit « Pas question, je serai Victor Emmanuel II, premier roi d'Italie ». C'est la nation italienne qui doit se reconnaître dans la dynastie de Savoie et pas la dynastie de Savoie qui doit se reconnaître dans la nation italienne. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'il s'appelle roi d'Italie et pas roi des Italiens, pour insister sur le fait que le roi d'Italie, c'est le roi d'un territoire qu'il reste encore à achever. L'expédition des 1000 a rattaché l'Italie méridionale au nouveau royaume de Victor Emmanuel II. Mais l'édifice reste fragile, car cette unification à marche forcée ne fait pas l'unanimité. C'est surtout au sud que la colère gronde et que de sanglantes révoltes éclatent. Si l'Italie est presque unifiée, Victor Emmanuel peut-il vraiment unir les Italiens? C'est au sud, au pied de la Botte, dans l'actuelle région de la Basilicate, que la réaction à l'unification est la plus farouche. Sur ces terres brûlées par le soleil, dominées par le volcan du Vulture, où se niche l'abbaye de Monticchio, un phénomène nouveau apparaît. Une révolte aux faux airs de western que l'on ne tarde pas à nommer le brigandage. Les Bourbons organisent la résistance politique, militaire et populaire qui prend le nom de brigandage. Ils recrutent des anciens bandits, des ex-militaires, des paysans, cherchant à structurer des bandes.
À leur tête, ils choisissent un chef, l'ancien criminel le plus célèbre du Vulture. Il s'appelle Carmine Crocco. Mais Carmine Crocco a quelque chose en plus. Il est charismatique et a le sens politique. C'est ainsi que l'ancien bandit devient le général des brigands. Les brigands se spécialisent dans les homicides sélectifs. La plupart du temps, ce sont des ennemis politiques. En parallèle, ils ravagent des petits villages ou bien des petites garnisons où l'armée régulière cantonne des troupes. Le Vulture a été le centre du brigandage dans le sud de l'Italie. Ce volcan, ses lacs, ses forêts se prêtaient à merveille à ce type de conflit. Par exemple, on aperçoit les ruines de l'ancienne abbaye de Saint-Hippolyte, réputée comme un repère de brigands et de rencontres secrètes. De même, cette abbaye de Monticchio, à flanc de falaise, où les moines et les ecclésiastiques apportaient un soutien aux bandes. Face au phénomène du brigandage, le pouvoir piémontais décide d'employer les grands moyens, quitte à basculer dans une sinistre guerre civile. Rionero in Vulture, la ville natale de Carmine Crocco, porte encore les traces de cette répression féroce. Voici la prison bourbonienne de Rionero, un lieu qui, comme on peut le voir, conserve encore les marques du passé. La guerre dans le sud est menée avec la violence et les images. La violence des deux côtés est sans pitié. C'est une guerre irrégulière, sans ligne de front. Une guerre de terreur pour le contrôle et le soutien de la population civile. C'est pourquoi les soldats et les volontaires italiens exhibent les cadavres des brigands pour démontrer leur réussite. Il n'existe pas un recensement exact des morts, mais nous avons des données qui permettent de se faire une idée. La guerre du brigandage a fait environ 20 000 victimes, devenant ainsi le conflit le plus sanglant du Risorgimento. Cette affaire de brigandage, Victor Emmanuel II avait été interpellé à la cour de Napoléon III par l'impératrice Eugénie. Et il dit « Mon armée est obligée de réprimer les brigands qui sévissent dans le sud de l'Italie. » Et l'impératrice Eugénie « Les brigands? Mais c'est vous qui êtes des brigands. C'est vous qui avez volé son royaume au roi légitime, le roi François II de Bourbon. » Et ça crée encore une fois une autre fracture qui va affaiblir un peu la construction italienne. En réalité, cette unité italienne a été faite au profit d'une oligarchie. C'est au fond l'aristocratie qui simplement a changé de roi et la bourgeoisie qui a gouverné l'Italie. Il faut que tout change pour que tout reste pareil. En 1866, les territoires de Venise sont arrachés aux Autrichiens à la faveur d'une guerre contre la Prusse. L'Italie prend forme, mais une ville reste en ligne de mire, et pas des moindres, la ville éternelle. Rome reste la grande question. Cavour avait fait proclamer par le Parlement en 1861 Rome comme la capitale nécessaire de l'Italie. Est-ce qu'on pourrait penser en France sans Paris? Donc on ne peut pas penser la construction d'Italie sans Rome. Napoléon III, protecteur des États pontificaux, met son veto. Alors, pour faire entrer Rome dans son escarcelle, Victor Emmanuel doit temporiser. Ce sont les Français qui ont imposé Florence comme capitale d'Italie. Vous voyez, on met la capitale à Florence, comme ça, à Rome, on la laisse là tranquille, vous inquiétez pas. Victor Emmanuel, il est véritablement pris entre deux feux. D'un côté, il ne souhaite pas d'emblée intervenir dans les territoires du pape pour ne pas perdre aussi son allié français, mais il est débordé par la gauche, notamment par Garibaldi, qui entend, même seul, libérer Rome pour en faire la capitale symbolique du nouveau royaume. Il lance ce fameux cri « Rome ou la mort »,« O Roma o morte ». Une occasion inespérée de prendre Rome se présente en 1870. En guerre contre la Prusse, l'armée française est contrainte de rappeler ses troupes en place, les zouaves pontificaux. La papauté se retrouve alors sans défense, à la merci de l'armée piémontaise. Le pape se réfugie évidemment dans son Vatican. Victor Emmanuel s'empare de la ville de Rome, en disant au pape d'ailleurs « Je vous rends service très Saint-Père, je viens vous protéger parce qu'il peut y avoir une révolution à Rome. » N'est-ce pas? Réponse du pape « Personne ne me menace, sauf vous, je vous excommunie. »
Rome vaut bien une excommunication. Car le résultat est là. La nation italienne a pris forme, une forme presque définitive, à l'exception de quelques territoires alpins. Victor Emmanuel, âgé de 50 ans, est au sommet de sa gloire. Si Rome devient la nouvelle capitale de l'Italie, Victor Emmanuel reste piémontais de cœur et attaché à son palais royal de Turin. Et comment ne pas le comprendre quand on voit cette salle de réception, dite salle de l'alcôve? Il faut imaginer que derrière cette alcôve, il y avait le lit nuptial. C'est un hommage à toutes les reines de Piémont-Sardaigne. Et il y en est une qui doit nous intéresser, nous Français, c'est Clotilde de Bourbon. C'était l'épouse de Charles-Emmanuel de Sardaigne, la sœur de 3 de nos rois de France, Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, les 2 derniers ayant aussi épousé des princesses sardes. Et regardez, ce très beau tableau représente la mère de Victor Emmanuel II, Marie-Thérèse de Habsbourg. De façon subliminale, avant que l'Italie ne se fasse, elle emporte déjà les couleurs, le vert, le blanc et le rouge. Et justement, voici la salle du trône de Marie-Thérèse, autrement appelée la salle des médaillons, avec cette débauche de dorure et ces 4 médaillons en marbre qui représentent des scènes mythologiques. Et voici la salle de bal. Le raffinement de ce parquet est un chef-d'œuvre à lui tout seul. La salle, comme vous le voyez, est dominée par 8 grands lustres en cristal de Bohême qui faisaient resplendir les parures des princesses conviées au bal. L'orchestre était rassemblé au-dessus, sur ce balcon, et il ne vous reste plus qu'à imaginer l'envolée des violons et le tourbillon des robes à crinolines. Victor Emmanuel, lui, n'a pas vraiment le cœur à la fête. Installé à Rome, loin de ses montagnes, il entre à 50 ans dans la dernière phase de son règne mouvementé. Sa mission est accomplie, mais c'est un monarque usé prématurément par tant de vicissitudes qui règnent sur le jeune royaume d'Italie. Victor Emmanuel se trouve projeté à la tête d'un royaume qui devient considérable quand même. Il n'est plus le petit roi de Sardaigne dans une capitale provinciale. Il est dans une capitale du monde. C'est la ville la plus prestigieuse du monde. Victor Emmanuel II s'installe au palais du Quirinal, l'un des plus vastes au monde. C'est la résidence des papes depuis le XVIe siècle. Tout dans le décor somptueux est à la gloire du Saint-Siège, occupé alors par Pie IX, un pape dépossédé, indigné, avec lequel il faut désormais cohabiter. Rome, c'est une ville qui a 2 souverains. Il y a le souverain italien et il y a le pape, qui se considère comme un prisonnier dans l'État du Vatican. Il ne faut quand même pas oublier que ce roi qui est catholique est excommunié à titre privé, vit dans le palais du pape. Donc, c'est un sentiment de malaise. Je crois qu'il a vécu comme un drame de devoir se transférer à Rome. Parce que Rome, c'est complètement différent. Rome, ça rappelle un passé, une culture qui lui est totalement étrange. Il reste un piémontais, un montagnard dans l'âme, qui n'aime pas l'air de la capitale. Il préfère respirer dans les forêts du Piémont. Dès qu'il peut, il cherche autour d'aller dans des endroits où il peut se retrouver avec sa belle Rosine. Évidemment, il ne peut pas la loger au palais. D'ailleurs, lorsqu'il arrive à Rome, son premier ministre Giovanni Lanza lui aurait dit « c'est moi ou elle ». Elle n'est jamais acceptée à la cour du roi. C'est pas la reine. Victor Emmanuel est contraint de trouver une résidence plus discrète pour loger son épouse, la bella Rosine. Mais il ne lésine pas sur les moyens. Il va d'abord louer une villa sublime aux portes de Rome, dotée d'un parc de 30 hectares et de chefs-d'œuvre en tout genre, la villa Ludovisi. C'était leur petit nid d'amour.
On imagine bien leur excitation en arrivant ici, dans ce jardin luxuriant avec des orangers et de belles sculptures, là où se trouvaient les antiques jardins de Salluste. C'est ironique de penser que c'était l'endroit même où Jules César a vécu une romance avec Cléopâtre. Ce lieu semble prédestiné pour l'amour. Dans le jardin, il y a une statue de Michel-Ange, une œuvre de jeunesse assez unique en son genre et peu connue. C'est une statue très sexuelle. Les fresques au plafond sont tout aussi extraordinaires. Elles sont exécutées de main de maître comme le Guerchin, Bryl, Viola et le Domenichino. À l'étage, il y a même une fresque du Caravage. C'est la seule qu'il ait jamais faite. Il y a tant de choses exceptionnelles dans cette maison, c'est incroyable. On peut imaginer le couple passer des soirées aux chandelles, sous ses chefs-d'œuvre. Ça devait être très romantique. Mais la location de la villa coûtait très cher au roi, si bien qu'il a dû y mettre fin pour ne pas choquer ses sujets. Il a donc dû trouver une autre villa au prix plus abordable pour loger sa femme. Aux incessantes contraintes protocolaires s'ajoute un désintérêt croissant pour les affaires politiques qui conduit le premier roi d'Italie à prendre de la hauteur et même de la distance. Il est un peu désabusé. Il a dit, bon, maintenant, Rome est la capitale de l'Italie, il n'y a plus rien à attraper. On a réalisé notre rêve, c'est fini. C'est souvent comme ça. Vous voulez atteindre un but, mais quand vous l'avez atteint, qu'est-ce que je fais après? C'est terrifiant. Victor Emmanuel délaisse les mondanités avec d'autant moins de scrupules que la relève est assurée. Après 1870, il va profiter de la présence de son fils Humbert et de sa belle-fille Marguerite qui vont s'installer au Quirinal, qui vont y organiser de grandes fêtes et qui vont organiser cette vie de cour que lui n'aime pas. Et eux, ils arrivent progressivement à reconstruire une des cours les plus aristocratiques, les plus flamboyants, plein de bijoux et de fêtes de l'Europe de la seconde moitié du XIXe siècle. Frappé par une première pneumonie 10 ans auparavant, le roi contracte à nouveau la maladie lors d'une partie de chasse. Cette fois, elle lui sera fatale. Ses conditions de santé vont se dégrader très très vite, de façon assez inattendue. Victor Emmanuel réussit à obtenir la levée de l'excommunication juste avant son dernier soupir. On raconte qu'il aurait demandé pardon au pape. Dans tous les cas, effectivement, l'excommunication est levée pour ce roi qui était très religieux et qui avait vécu très mal cette situation. Il meurt donc le 9 janvier 1878. 58 ans, mais il a bien vécu. C'était un bon vivant qui est mort en bon vivant. Si le salut du roi semble sauvé, une chose n'est pourtant pas respectée, sa dernière volonté. Il ne veut pas être enterré à Rome, lui, il veut être enterré en Piémont, dans la basilique de Superga, qui était la basilique où on enterrait les rois de Savoie. La mairie de Rome demande qu'il soit enterré au Panthéon et Humbert comprend l'intérêt de faire enterrer Victor Emmanuel II au Panthéon à Rome. Le Panthéon, c'est un temple romain. C'est une église. Et c'est la tombe du premier roi d'Italie. Et donc, il y a des concentrations de forces italiennes dans ce lieu. C'est un chef-d'œuvre. Pendant 3 jours au Panthéon vont se succéder 150 000 pèlerins ou visiteurs. Même des républicains vont participer à ces funérailles. C'est un grand moment de deuil, des poésies, des discours pour pleurer le grand roi, le père de la patrie. Une Italienne pleure en particulier, la Bella Rosine. Tenue à l'écart du pouvoir, elle finira ses jours à l'abri du besoin, dans le deuil de son royal époux. À sa mort, Victor Emmanuel II laisse un beau royaume à ses héritiers, à commencer par son fils qui lui succède, le roi Humbert Ier. Dans le processus de construction nationale, la dynastie savoyarde s'appuie alors sur la mémoire de ce patriarche pour asseoir sa légitimité. On lui rend un véritable culte. Mais quel héritage laisse-t-il vraiment à la postérité ? Une fois que le roi est mort, vive le roi, c'est là que va pouvoir s'organiser ce véritable culte de la monarchie avec la multiplication donc de statues, de places, de rues.
On va donner son nom à des hôpitaux, à des parcs, à des jardins. Son portrait va être affiché partout. Et la péninsule se recouvre aussi de statues du roi à cheval. Le dernier exemple de cela, c'est tout simplement la construction d'un monument en son honneur à Rome. Le Vittoriano, c'est un monument en l'honneur du roi, père de la patrie, avant d'être ensuite le monument où viendra trouver refuge la dépouille du soldat inconnu après la Première Guerre mondiale. Il y a des anecdotes curieuses, comme celui d'un dîner célébré dans le cheval. Il y avait le maire de Rome, il y avait les ministres, il y avait les artistes. 24 personnes étaient assises à la table dans le cheval de Victor Emmanuel. Victor Emmanuel II laisse un héritage de taille, mais également des héritiers. C'est son fils Humbert qui devient Humbert Ier, roi des Italiens, qui prend sa suite, celui qui va tout mettre en œuvre pour être aimé et apprécié par son peuple. Contrairement à son père, donc il va tout de suite partir en voyage dans le royaume avec sa femme Marguerite. Ils vont être acclamés partout. Et véritablement, il va donner cette image d'un roi proche de son peuple, à l'écoute de son peuple. C'est pas Humbert le plus important, mais c'est Marguerite le plus important. C'est la reine. Marguerite, c'est la première reine d'Italie. La reine Marguerite, elle est très populaire, plus encore que son mari. La reine Marguerite, c'est la reine que l'Italie n'a jamais eue. Elle était blonde, elle était belle. Et la reine Marguerite, elle est une femme très cultivée. Le château de Racconigi conserve un précieux témoignage de cette popularité extraordinaire de la toute première reine d'Italie. À Racconigi, nous avons tant de trésors. L'un d'eux est ce magnifique coffre à bijoux, qui n'a jamais été filmé jusqu'à maintenant. Il s'agit d'un cadeau de mariage offert à Marguerite par la ville de Milan. Un exemple de raffinement et de bon goût, riche en incrustations de nacre, riche aussi de secrets. Par exemple, on ouvre cette petite porte et on trouve des tiroirs pour ranger les bijoux et les objets précieux. Si effectivement, d'un côté, Victor Emmanuel II est le père de la patrie italienne, la mère de la patrie italienne, c'est sa belle-fille Marguerite, la reine des Italiens, qui a donné son nom à la plus célèbre des pizzas. Oui, la pizza Marguerite, c'est aux couleurs de l'Italie. Rouge, c'est la tomate, blanc, c'est la pâte, et vert, c'est le basilic qu'on met dessous. Donc les trois couleurs du drapeau national, sans le blason de Savoie cette fois-ci. Aussi populaire soit-elle, la reine Marguerite devra affronter la mort de son époux, le roi Humbert Ier, assassiné par un anarchiste au cœur de l'été 1900. Son fils, Victor Emmanuel III, lui succède. La monarchie de Savoie entre alors dans un nouveau siècle qui lui sera fatal, suite à la prise de pouvoir de Mussolini dans les années 20. Malheureusement, la dynastie va se fourvoyer au XXe siècle en acceptant le régime fasciste. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Victor Emmanuel III laisse le trône à son fils, Humbert II. Mais les jeux sont faits. Après le conflit, la monarchie est en disgrâce. Les Italiens demandent un référendum, qui est une victoire de la République, et donc la fin de la monarchie. Arrière-petit-fils de Victor Emmanuel II et dernier roi de la dynastie, Humbert II n'aura régné que 35 jours avant de laisser un trône renversé le 13 juin 1946. Les héritiers de la maison de Savoie sont contraints à l'exil au Portugal, puis en Suisse, pour éviter qu'un parti monarchiste ne se réorganise. On doit démolir le mythe de la maison de Savoie, on doit démolir le bien en tout cas que eux ont fait, et puis peut-être faire sortir le mal. L'Italie n'aura connu que 4 rois au règne contrasté. Et c'est seulement au début des années 2000 que l'exil des héritiers de la dynastie est levé. Un nouveau siècle où ressurgit l'héritage du Risorgimento pour consolider une nation toujours en quête d'identité. L'hymne national italien, Fratelli d'Italia, il devient officiellement hymne national en 2007.
Vous imaginez que la Marseillaise devient hymne national en 2007. Tout ça, c'est des petits morceaux de puzzle qui, mis tous ensemble, montrent un peu les faiblesses de cette construction nationale, de cette manque d'unité, de cette manque de nation, de cette manque de peuple, qui ramène à la fameuse phrase « L'Italie faite, il faut faire les Italiens ». Sauf que lorsqu'on a célébré le 150e anniversaire de la naissance de l'État-nation italien, on s'est aperçu que, contrairement aux prévisions, les célébrations ont été populaires, consensuelles. Les héros du Risorgimento sont remis à l'honneur pour rappeler la grande épopée de l'indépendance et de l'unification. Parmi eux, un homme conserve toute sa place. Un homme à cheval, un roi botté, à l'allure éternelle de force tranquille, Victor Emmanuel II. Si on fait un bilan du règne, c'est incroyable. Il était le roi d'un petit coin d'Italie, il devient roi d'Italie. Surtout, il devient aussi le seul point qui rattache vraiment ensemble les différentes parties d'Italie, les différents peuples d'Italie. Il devient un symbole. C'est quelqu'un quand même qui a unifié le plus beau pays du monde. Voilà. Et je suis fier d'être un de ses petits-fils. Maintenant, est-ce que la monarchie en Italie a un avenir ou a pas d'avenir? Comme on dit, qui vivra verra. Ça sera moi ou ça sera ma fille? Moi, je verrais bien une reine. C'est depuis la terrasse du Palais Royal de Turin que je voudrais clore cette émission. Ici, Victor Emmanuel II pouvait contempler sa belle ville de Turin et les Alpes à l'horizon. On aperçoit ici la basilique de Superga, où il souhaitait être enterré auprès de ses aïeux. Ainsi va la vie des hommes, nés pour être souverains. Ils ne s'appartiennent pas tout à fait, car une part d'eux-mêmes revient à leur pays. Le destin de Victor Emmanuel II était de faire l'Italie. Ce roi si bien servi est parvenu à donner une existence politique au pays de Dante, de Léonard de Vinci, de Machiavel, de Verdi et de tant d'autres. S'il revient aujourd'hui au peuple italien d'écrire les prochaines pages d'histoire de ce pays que nous autres Français, nous regardons avec amitié et j'ose dire fraternité, Victor Emmanuel II restera à jamais le père de la patrie, le roi gentilhomme du Risorgimento. Je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très prochainement sur France 3 pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire.